Bon, je vais vous parler du métier de menuisier, qui consiste à construire, fabriquer des portes, des fenêtres, escaliers, tout ce qui touche le bois, mais pas les meubles, parce que le meuble, c'est des bénisteries qui n'a rien à voir avec le métier de menuisier, pas de charpente, on laisse ça aux charpentiers. C'est trois métiers qui touchent le bois, mais qui sont différents de tracé, de conception. Nous, on n'emploie que du bois sec. Le charpentier emploie du bois qui est moins sec. Le ébéniste, c'est plus du plaquage, et les assemblages ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai débuté mon apprentissage à la main, à travailler à la main. Les machines existaient, mais ce n'était pas fait pour les apprentis. C'était réservé aux maîtres d'apprentissage. Donc, tous ces outils nous servaient à fabriquer des fenêtres, des portes, des lames de parquet. Voilà. Alors, tout ce qu'il y a dans cette vitrine, c'est tout des bouvets qui servent à faire des moulures, des feuillures, des rainures, des languettes, ce genre-là, cette petite rainure-là. On appelle ça des mouchettes sur les lames de volet. Il y a des petites mouchettes, des petites moulures. On a des bouvets comme ça qui font des moulures Louis XV. Ensuite, bon, le métier de menuisier, disons, il faut avoir... on calcule beaucoup. Il faut être très précis dans les tracés. Faut qu'on voit notre pièce qu'on est en train de fabriquer. On appelle ça un petit peu la vision dans l'espace. Il faut voir à chaque morceau qu'on prend à quel endroit il va aller, quelle forme il va avoir. Si on ne fait pas ça, disons, on rate généralement le morceau. Au départ, on a des scies pour débiter le bois, la planche. On appelle ça une scie à refendre. Voilà. Après, on a des scies pour faire les tenons, des scies pour faire les arasements, des petites scies. Ensuite, on a un genre de ciseau, on appelle ça un bédane, pour faire les mortaises. À la suite de quoi, on fait le tracé de la fenêtre, de l'ouvrage, de la porte, de la fenêtre, ou d'un escalier, quelque chose comme ça. Et ensuite, on passe à l'usinage, mais l'usinage, maintenant, ça se fait avec une toupie. À l'époque, ça se faisait avec ces outils-là. Les rabots, les raplanissages. Après, on faisait les moulures, les feuillures avec des guillaumes. Le guillaume servait à faire des feuillures, pour mettre les vitrages, pour faire des panneaux, des trucs comme ça. Voilà, c'est le guillaume, c'est un fer droit qui sert à aller dans le fond de la feuillure. Ensuite, vous aviez, pour faire la moulure, vous aviez un bouvet à moulure, avec un fer qui faisait le profil de la moulure. C'est un genre de rabot, quoi. Mais voilà, avec un fer différent. Il y a différentes formes de moulures. Il y en a des petites, il y en a des plus grosses, il y en a des très grosses. Enfin, disons, chaque moulure avait son outil. Alors, le bouvet de pièces servait à faire les assemblages des panneaux, des languettes et rainures. Alors, vous aviez là, pour faire la languette, et on tournait de l'autre côté, vous aviez pour faire la rainure. C'est pareil, il y en a plusieurs modèles de différentes épaisseurs. Avec ça, on faisait ça. Aussi, on faisait les rainures dans les battants de porte pour pour mettre les panneaux. C'est un autre genre de bouvet, ça. C'est pour faire disons, une petite feuillure en plein milieu d'un panneau. Je ne sais pas si vous le voyez là. Vous voyez, vous avez un panneau plat et dedans, vous avez une petite moulure. Le bédane servait à faire la partie femelle, disons, dans la pièce de bois. La mortaise, ce qu'on appelle. Ça, c'est pareil. Il y en avait de différentes épaisseurs. C'est un outil qui est très costaud parce qu'on travaillait comme ça, on l'enfonce et on enlève le copeau comme ça. Donc c'est un outil qui est très, très épais. On appelle ça des trusquins. Les trusquins servaient à faire l'épaisseur du tenon dans le bois, à tracer l'épaisseur du tenon dans le bois. Vous avez deux petites pointes qui sont réglées à différentes épaisseurs, suivant la mortaise que l'on voulait faire ou le tenon que l'on voulait faire. Voilà, c'est réglable. Alors c'est pareil, il y avait différentes formes.
différentes épaisseurs. C'était uniquement pour faire tracer le bois, ça rayait le bois pour avoir l'emplacement exact de la mortaise ou du tenon. Ça, c'est un riflard. Le riflard servait à dégrossir le bois pour faire, disons, le battant de fenêtre ou de porte. Le fer est arrondi pour dégrossir le bois. Le dresser et s'enlever, disons, le gros du sciage de la planche, en fait. Là, vous avez la varlope. La varlope servait à passer derrière le riflard pour mieux finir le bois, le dresser, le mettre d'équerre et tout ça. Voilà. Et le fer était droit, par rapport au riflard que le fer est rond. Elle est beaucoup plus longue et beaucoup plus lourde pour raplanir bien le bois. Dans les fenêtres, vous aviez dans la partie milieu, vous avez ce qu'on appelle la gueule de loup. La gueule de loup, c'est la partie qui est creuse, faire pivoter la fenêtre. Cet outil servait à faire les gueules de loup. C'est pareil, il y avait plusieurs sortes d'épaisseurs. En face de cette gueule de loup, on avait ce qu'on appelle le mouton. Sur le battant de gauche de la fenêtre, il y avait un battant arrondi comme ça, mais ça on le faisait avec, au rabot avec juste un arrondi. Il n'y a pas d'outil vraiment spécifique pour faire le mouton. Ça, c'est un bouvet à rainure aussi. Disons, il servait à faire des assemblages dans des panneaux. Avec celui-là, il est intéressant parce qu'il a une butée de profondeur. Disons, quand le bois arrivait là, donc ça ne pouvait plus descendre. On travaillait jusqu'à ce que le bois bute. On pouvait régler la profondeur par là avec ça. Vous avez là un maillet. En général, c'était un objet en bois dur, évidemment, parce qu'il servait à faire les mortaises, à taper sur le bédone. Voilà, pour faire la mortaise. Ça servait aussi pour les ciseaux à bois, disons, c'est un peu l'ancêtre du marteau. Ça, c'est un ustensile qui sert à prendre des coupes, des angles. On appelle ça la sauterelle, pour la bonne raison que ça ressemble à une cuisse de sauterelle. Alors, on prenait les angles des pièces pour tracer, voilà, une sauterelle. Là, vous avez une équerre en bois qui servait aux menuisiers, qui servait aussi aux ébénistes. On traçait avec une pointe à tracer. C'était un genre de pointe en corde de piano, très dure, qu'on affûtait, qu'on traçait avec. Ça, c'est une scie à bûche. On appelle ça la scie à bûche. C'est pas tellement un outil de menuisier, c'est plutôt un outil pour faire du bois de chauffage. D'ailleurs, elle porte son nom, scie à bûche. Et il y a une anecdote, c'est qu'on appelle ça aussi en femme veuve. C'est-à-dire on sciait le bois, on mettait la scie à l'envers, comme ça, on mettait le pied dessus et on sciait le bois, comme ça. C'était pour les femmes veuves. Alors la scie à refendre, on en a parlé. Alors c'est une scie pour déligner les planches qui se tournent. Une scie large pour aller le plus droit possible. On mettait ça à l'établi comme ça. Il manque la clé. Et on sciait la planche comme ça en avançant. Voilà. Et on avait aussi disons, ce qui allait le même genre. On appelle ça la scie à tenon. D'ailleurs, c'est le même genre de scie, mais avec la lame fixe. La lame est droite et elle est fixe. Assez large pour descendre bien le tenon bien droit. On va considérer que c'est une petite scie à raser. C'était pour enlever, quand on avait descendu le tenon, pour araser, disons, le bois, faire tomber la partie du tenon qui s'en allait, quoi. C'était une scie avec une lame fine pour faire un trait bien droit, pour que les assemblages boitent bien. En apprentissage, on avait des maîtres d'apprentissage qui... Bon, j'ai fait mon apprentissage à la campagne, moi, alors c'était un petit peu la famille, entre le charron qui était au coin du pays et puis le forgeron, le maréchal. Disons, on se faisait, quand on était apprenti, on avait quelques petites blagues
qui existait entre nous. Moi, ils sont allés me faire chercher une filière à crémone. J'ai fait tout le tour du pays pour aller chercher une filière à crémone. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de filetage dans une crémone. Un marteau à bomber le verre. Une mastic à faire des trous. Une mastic à faire des trous. Ouais, un genre des petites blagues comme ça, sympas, quoi, qui nous promenaient pas mal en apprenti. Hein. C'était le bizutage, disons, de l'époque. Quand on a fait toutes les, disons, les feuillures, les moulures et tout, et bon, la fenêtre ou la porte, il faut la monter. Donc on l'assemble, elle est en mortaise, en colle ou en cheville, ça dépend des séries. Et là, après, on serre ça avec des serre-joints. Parce que pour ou coller ou cheviller, il faut les serrer avant, pour que ça semble bien. Donc il y avait plusieurs dimensions de serre-joints, des grands comme ça. Alors il y avait toute une catégorie de serre-joints, hein. Il y avait jusqu'à plus de 2 mètres. Et on pinçait le bois comme ça dedans. Voilà, on réglait comme ça. Et le coin venait comme ça, et on finissait de serrer avec la vis. Voilà, en mettant des cales évidemment. Alors plusieurs sortes de serre-joints. Ça c'est plus un serre-joint pour serrer quelque chose sur un établi, sur deux plaques de bois ensemble. Disons que chaque dimension avait son utilité. On avait dans un atelier, on avait au moins 10 sortes de serre-joints. Un valet, ça sert à serrer les bois sur un établi. Vous serrez le bois comme ça. Voilà, comme ça. Un coup de maillet dessus pour le bloquer. Et pour le débloquer, on tape derrière. Alors, quand on avait monté ça, l'essuyé ou collé, bon, la colle, il fallait un certain temps. On employait des colles à chaud, des colles à base d'os. Alors, on chauffait les bois. On avait, je me rappelle à l'atelier où j'étais, où j'ai fait mon apprentissage, il y avait un poêle avec comme un genre de grand tuyau de poêle, carré, tout en briques. Et on mettait les bois dessus pour les chauffer. Et la colle, au bain-marie, dans un pot, elle était en permanence sur le poêle. On badigeonnait ça et on assemblait, on serrait tout de suite parce qu'il y avait une prise qui était très rapide. Cet appareil s'appelle une guimbarde. On s'en servait pour arrondir quelque chose ou alors pour raplanir dans les assemblages. Quand on avait un écart d'assemblage, on se servait de ça pour dégrossir l'assemblage, pour raplanir l'assemblage. Ensuite, on prenait un racloir à main. C'est une lame d'acier qu'on affûtait avec un affiloir. On travaillait avec le retour du fil. Le racloir droit s'affûtait avec cet outil-là. Disons qu'on faisait des angles bien plats sur notre lame, et après on retournait le fil. Et c'est le fil, le revers du fil, qui servait, disons, pour enlever les copeaux, disons, pour raplanir. On faisait du travail très fin avec ça, hein. Mais ça nous tortillait les pouces un petit peu, vous voyez. D'ailleurs, ça dit, il y a l'équerre pour une bonne cause, hein. C'est qu'il faut faire plier le racloir comme ça pour qu'il coupe, en fait. On travaillait comme ça. Avant de passer tout ça au papier de verre. Maintenant, le racloir, il est remplacé par les ponceuses électriques, hein. Il y a aussi le racloir debout. Le racloir debout, c'est une lame droite qui est affûtée en bout, mais en biais comme un ciseau à bois, et qu'on tenait comme ça à 2 mains. C'était pour racler les parquets. On mouillait le parquet à l'éponge pour l'adoucir un petit peu, et on raclait au racloir debout. Tous ces outils étaient fabriqués par les compagnons eux-mêmes. On fabriquait nos outils. On avait besoin d'une moulure un petit peu, disons, spéciale. On fabriquait notre outil avec nos fers. C'était du fer doux qu'on travaillait à la lime et qu'on affûtait nous-mêmes. Tous les outils, il n'y avait pas de fabricant d'outils, ça n'existait pas. Tous les outils étaient fabriqués par les compagnons. Avec des bois durs, évidemment, pour éviter qu'ils s'usent. On achetait les fers d'outils, on achetait ça en bande d'1 mètre,
plusieurs épaisseurs, plusieurs largeurs, et on fabriquait tous nos outils. Tout ça, c'est des outils qui ont été fabriqués par les compagnons. Ça, on appelle ça un vilebrequin. C'est l'ancêtre de la perceuse, en fait. On mettait la mèche ici, on la bloquait, et donc on tournait, on perçait les trous avec ça. C'était des grosses mèches, en général, c'était pour des grosses mèches. Alors là, on a une autre sorte de vilebrequin. Vous voyez, c'est le même principe que celui qu'on a vu tout à l'heure, avec des mèches. Les mèches, c'était pas des mèches pointues, hein. C'était pas des mèches à vis, c'était comme un genre de gouge un peu. Mais bien affûté. Et tout ce qui comptait, c'était l'affûtage. Dans tous les outils à bois, il faut être toujours très bien affûté. Là, vous avez une chignole. Une chignole. Disons, c'est la perceuse électrique de dans le temps. En scie, on avait la scie Osterline. La scie Osterline servait à faire des assemblages très précis. C'est une denture très fine pour aller chercher le long d'un bois ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une scie à guichet. Une scie à guichet servait, disons, à faire des découpes dans le bois en admettant un trou de tuyau. Ça tournait, on faisait on agrandissait des trous qui étaient les mèches étaient trop petites, on agrandissait avec cette scie. Qui ressemble à celle-là, mais qui a un manche en bois, là, et des dents de chaque côté. C'était une scie à cheville. Quand on chevillait disons un ouvrage, ça servait à couper les chevilles, aussi bien d'un côté que de l'autre. Là, vous avez une boîte à coupe d'onglet. Pour les coupes à 45, pour les coupes droites. Avec la scie pour faire les coupes. C'était un genre... La boîte à coupe d'onglet, c'est un genre de guide. Là, c'est des Étrusquins. Celui-là, il est même très, très joli parce qu'il est gradué. Alors, le Guillaume, pour s'en servir, disons que c'était le doigt là, qui servait de guide un peu. On faisait un repère en rayant avec l'Étrusquin sur le bois. Et après, on prenait le Guillaume, comme ça nous servait de guide, et on rabotait comme ça. Et les outils, tous les outils, les bouvets qu'on a vus là, pour s'en servir, on partait à l'envers du bois. On partait de la tête et en reculant. Parce que c'est logique, on ne peut pas attaquer le bois comme ça en partant de l'arrière du bois. Parce qu'on taperait dans le bois. Donc, on dégrossissait comme ça, en reculant, et après on finissait pour faire les moulures, et les bouvets pour faire les rainures et tout ça, on travaillait en arrière. Tout ça, après, il fallait, bien sûr, quand c'était monté, que les battants étaient faits, les dormants et tout ça, il fallait du ferrage. Donc, les ferrages, bien souvent, c'était des pommelles faites par les serruriers, qu'on achetait chez le serrurier, et puis, ou les crémones, qui étaient faites les crémones étaient plus faites dans des fonderies. Ça, c'est une espagnolette de volet, qu'on trouve encore maintenant. Ça existe encore maintenant. Hein. Là, c'est courant. Les fenêtres, vous aviez des crémones. Des crémones à guillotine. Voilà. Et maintenant, il y a des crémones, disons, à poignée tournante. Vous avez un boîtier, et là, ce qu'on trouve encore couramment, la crémone qui se ferme comme ça. Là, vous avez un modèle de parquet Versailles. Donc, c'est tous des petits panneaux qu'on faisait avec les bouvets, avec les traverses, chevillés. Ça, languette et rainure. Des petits damiers dans un grand damier. Alors là, c'est une rampe moderne qui a été fabriquée pour la gare du Nord. Et bon, on appelle ça, quand c'est comme ça, tourné comme ça s'appelle être débillardé. C'est-à-dire c'est plusieurs morceaux qu'on assemble et qui épousent, disons,
le tournant dans l'escalier, le développé de l'escalier. Ça, c'est un petit ouvrage qui a été fait pour un brevet de maîtrise. Disons avec un petit bout d'escalier, avec 2 marches, et le panneau en rainure. Là, on ne le voit pas, mais là, normalement, celui-là, il y a une rainure qui est là pour assembler le panneau, avec des assemblages souillés et la main courante, y compris la plainte et les marches avec les encastrements qui rentrent dedans. Là, vous avez une imposte de porte intérieure, au-dessus d'une porte vitrée ou pleine, pour faire un peu de lumière, et avec une petite doucine, et dedans, c'est un verre taillé. C'était des verres taillés. C'était, disons, dans les années 1910, quelque chose, dans ces années-là. Alors, une fenêtre se présente en partie ouvrante et en partie fixe. Donc, je vais vous énumérer les parties. Là, vous avez un battant. Là, un petit bois. Là, un battant mouton. Là, l'autre battant. Le battant gueule de loup. Et au milieu, vous avez la côte avec la gueule de loup et l'embrevé, c'est l'assemblage qu'il y a entre les deux. Là. Traverse basse avec son jet d'eau. Et tout ce qui est fixé au mur, on appelle ça la partie dormante. Là, vous avez l'espagnolette. Elles sont ferrées avec des fiches à lacets. Alors, en menuiserie, on a ce qu'on appelle des signes pour repérer les bois. Des établissements, on appelle ça. Vous avez un battant, par exemple, comme ça. Un deuxième battant de porte, comme ça. Donc, l'établissement, il se fait comme ça. Voilà. Comme un genre de 3. La traverse du haut, qui est là. La traverse du bas. Alors, le haut était comme ça, et le bas, comme ça. C'est toujours d'actualité. Vous faites toutes les menuiseries d'Europe, vous allez retrouver les mêmes signes. On prend un bois, on sait exactement où il va. Au milieu, il y avait par exemple une traverse milieu, donc elle se traitait comme ça. C'était la continuité de ça. En gros, l'établissement, il faisait ça. Comme ça, et comme ça. Voilà. Ça, on savait que c'était le battant de droite, ça, c'était le battant de gauche. Pour disons, le tracé et tout, on ne peut pas tracer un bois sans faire ces signes. Sans quoi, on ne sait plus où ils vont. Alors, le formica est apparu au début des années 55, 60. Des feuilles de papier qui sont collées ensemble, pressées à chaud, avec un film en papier aussi de couleur. Il y avait très peu de coloris. Ça, c'était un genre de toiline, on appelait ça. Il y avait du bleu, il y avait du blanc, il y avait du jaune, un peu de rouge, mais les couleurs, c'était assez limité. Et on sciait ça au début avec une scie à métaux, parce qu'on n'avait pas d'outils pour scier, et on faisait les bords, on affleurait les bords avec un rabot métallique, parce que les rabots à bois, ça mangeait les semelles, en fait, dessous du rabot, ça faisait des rayures. Donc on avait des petits rabots métalliques pour faire ça, et à la lime, on finissait tout ça à la lime. On collait le formica avec de la colle blanche, parce que les colles contact néoprène n'existait pas. On collait ça à la colle blanche. On pressait avec des serre-joints en bois. On mettait des traverses et tout ça. On serrait ça avec des serre-joints en bois. Après, ils ont sorti la colle contact. Donc, on passait une première couche sur le bois, sur le stratifié. On laisse sécher, on laisse tirer. Il ne faut plus que ça colle au doigt. On présente le panneau, il est collé. Il ne faut pas le louper parce qu'on ne peut plus le décoller. C'est le seul inconvénient. Voilà, le formica, il se présente comme ça. À l'époque, il était plus épais que celui-là. Il faisait un 15 dixième à peu près. Là, ça arrive tout peine à faire
un dixième, je crois. Ils ont réduit les épaisseurs. Et après, ils ont trouvé ce système pour couper le formica, pour le débiter. C'est une pointe au carbure de tungstène. Donc, on raye le stratifié. On met des coups comme ça dedans. Plusieurs coups. Et après, on le casse. Voilà. Et pour faire les bords, maintenant, on a une affleureuse. C'est une machine qui tourne à 21 000 tours minute, avec une petite fraise au carbure, avec un guide. On fait le tour. C'est fini.